Après la guerre de la conquête, les relations entre les colonies britanniques d'Amérique du Nord et le Parlement britannique se sont de plus en plus tendues. Le Parlement a cherché à démontrer et à imposer son autorité sur les colonies et à récupérer le coût de la guerre en taxant leurs activités. Les colonies, surtout la Nouvelle-Angleterre, étaient de plus en plus frustrées par la perte de contrôle local sur leurs affaires. De nombreux colons ont commencé à considérer le conflit armé comme inévitable et ont commencé à accumuler des armes et des munitions. La milice avait rassemblé une grande réserve d'armes à Concord, Massachusetts. Ce baril de poudre allait bientôt déclencher une guerre d'indépendance contre la domination britannique. Et pour que les colons deviennent tant des Américains, ils auraient besoin de la puissance de l'arme américaine. Les armes les plus courantes de la Révolution américaine étaient des mousquets à silex, à âme lisse et de gros calibre. Dans l'armée britannique, l'arme de prédilection était le mousquet Land Pattern de l'armée britannique, connu sous son surnom de Brown Bess. Cette arme était en grande partie responsable de la conquête de l'Empire anglais et elle était très facile à fabriquer. Ces armes étaient toutes fabriquées à la main dans une certaine spécification. Ils les fabriquaient toutes à un calibre d'environ 75. Le mousquet Brown Bess, ceci est un exemple du modèle court, était utilisé juste avant la Révolution, mais le Brown Bess, en tant qu'arme légère, remonte au début du 18e siècle, vers les années 1720, et ces armes ont été utilisées jusqu'aux alentours des années 1830, moment où ils sont passés au système à percussion et au fusil-mousquet Enfield. Beaucoup de ces vieux Brown Bess avaient été utilisés pendant les guerres napoléoniennes, bien qu'il s'agisse d'une version légèrement mise à jour. Beaucoup de colons dans les milices et dans l'armée continentale utilisaient le Brown Bess. Un autre mousquet courant chez les patriotes était le modèle français Charleville. Le Charleville fut longtemps utilisé par l'infanterie française. Les modèles 1763 et 1766 étaient lentement courants dans les colonies pendant la guerre, achetés par le Congrès et importés secrètement de France. Lorsque les Français sont entrés en guerre, leur infanterie portait également des Charleville, y compris le modèle nouvellement conçu de 1777. Les Américains possédaient aussi des fusils produits dans les colonies. Des comités de sûreté ont été créés dans les colonies pour organiser et armer leurs milices. Ils ont commandé des fusils fabriqués par des armuriers locaux, souvent selon le modèle du Brown Bess. Le Congrès finirait par établir une fabrique d'armes continentale à Lancaster, en Pennsylvanie, où l'armurier Guillaume Henry et ses ouvriers produisaient un pan des armes pour la Révolution. En plus des mousquets et des fusils, les officiers militaires et certains soldats portaient également des pistolets. Comme les longues armes, ils étaient tous à silex. Ils étaient mortels à courte portée, mais imprécis à toute distance significative.
Ces armes à silex de gros calibre et à canon lisse pouvaient en tirer une seule grosse balle en plomb, mais elles pouvaient aussi tirer une poignée de plomb, comme un fusil de chasse. George Washington encouragea plus tard ses hommes à charger leurs mousquets avec une balle et des plombs. Cela signifiait charger l'arme avec une balle de mousquet standard, probablement de calibre 69, et 3 à 6 plombs de chevrotine. Cela augmentait considérablement la probabilité de toucher un ennemi tout en maintenant la puissance mortelle de l'arme de gros calibre. Avec les mousquets à canon lisse utilisés par la plupart des troupes, il était pratiquement impossible de tirer avec une réelle précision sur une distance significative, ce qui rendait le système Buck and Ball particulièrement attrayant. Mais ce n'était pas le cas pour les fusils. Un canon rayé possède un motif de rainure en spirale, ce qui donne une rotation au projectile lorsqu'il quitte le canon. Cette rotation donne à la balle de la stabilité, permettant un tir précis sur une plus grande distance. Cependant, les canons rayés s'encrassaient davantage avec la poudre noire utilisée alors. De plus, pour qu'une balle profite des rayures, elle devait être bien ajustée dans le canon. Cela rendait le chargement plus difficile. Les armes à canon lisse comme la Brown Bess et la Charleville pouvaient être rechargées plus rapidement, et les tactiques militaires de l'époque ne nécessitaient pas la portée ou la précision offerte par les fusils rayés. Les chasseurs pouvaient apprécier ces deux qualités. À l'époque de la Révolution américaine, des concours de tir étaient organisés pour que les tireurs d'élite démontrent leur habileté. La longue carabine américaine est parfois appelée la carabine du Kentucky en raison d'une chanson populaire intitulée « Les chasseurs du Kentucky », qui faisait l'éloge des exploits des pionniers pendant la guerre de 1812. Mais les carabines étaient en réalité fabriquées dans la plupart des colonies, et particulièrement en Pennsylvanie, en Virginie et dans les Carolines. À l'origine, des armuriers allemands immigrés dans les colonies qui les ont conçus. Ils ont repensé le fusil allemand Jäger, allongeant le canon à 44 pouces ou même plus pour améliorer la précision de l'arme. Les fusils furent la première arme à feu réellement produite en Amérique. Les mousquets à canon lisse comme le Brown Bess, le Charleville et les fusils du Committee of Safety étaient encore plus courants en Nouvelle-Angleterre. Des armes comme celle-ci, ainsi que de la poudre et des munitions, étaient stockées par la milice du Massachusetts à Concord. Un congrès provincial à Boston avait ordonné aux villes du Massachusetts de mettre en place une milice de réaction rapide, des hommes qui pouvaient être appelés à prendre leurs armes et à se rendre là où ils étaient nécessaires en un instant. Le congrès a approuvé l'achat et le stockage d'armes, poudre et munitions jusqu'à leur utilisation. Au début du mois d'avril 1775, la milice a appris que les Britanniques étaient au courant du stock et qu'ils se préparaient à le saisir. La milice a réussi à déplacer la plupart des fournitures, les répartissant entre les villes voisines. À 2 heures du matin, le 19 avril, environ 700 soldats réguliers britanniques, y compris des fantassins légers et des grenadiers, sont partis de Boston en direction de Concorde. Alors qu'ils traversaient Lexington, ils ont eu leur première rencontre avec la milice du Massachusetts. Le capitaine John Parker et 75 miliciens armés se tenaient aux gardes à vous. En nette infériorité numérique, le capitaine Parker avait dit à ses hommes de ne pas engager le combat. Alors que l'avant-garde britannique surveillait les miliciens, quelqu'un céda à la tentation de tirer. Personne ne sait qui a tiré ce coup de feu entendu dans le monde entier, mais le capitaine Parker a témoigné que ce n'était pas un de ses hommes. En réponse à ce premier coup de feu, les Britanniques ont tiré une salve sur la milice, puis ont chargé en avant avec leurs baïonnettes. Les baïonnettes faisaient des longs mousquets, des lances ou piques pour les combats mortels au corps à corps. Les baïonnettes étaient un ajout militaire à l'arme à feu.
Les tireurs d'élite expérimentés des colonies étaient un rang de meilleurs tireurs que les troupes britanniques, mais n'avaient aucune expérience de la baïonnette. Une charge britannique à la baïonnette terrifiait souvent les Américains, et ce à juste titre. La précision des mousquets à canon lisse était si mauvaise que la plupart des tirs ne touchaient jamais leur cible, mais la baïonnette pouvait transpercer et découper cette chair avec un effet mortel. Ce jour-là, à Lexington, Massachusetts, la charge à la baïonnette britannique causa la majorité des 8 miliciens tués et 10 blessés. Un seul soldat britannique fut blessé. Les troupes britanniques se rendirent à Concord, où elles trouvèrent en faux la petite quantité de provisions qui n'avaient pas été déplacées, et les brûlèrent. Cependant, sur le chemin du retour vers Boston, les Britanniques furent attaqués par les Minutemen rassemblés après avoir entendu les tirs et vu la fumée à Concorde. La milice cachée derrière clôtures et arbres harcelait les soldats britanniques sur tout le chemin du retour à Boston. Les colons faisaient que la démonstration, ces tactiques militaires qu'ils avaient apprises des autochtones, un style de guérilla fait d'attaques éclairs, tirant depuis des cachettes sur une force plus grande mais moins mobile. La milice tua 73 soldats britanniques et en blessa 174. La guerre avait commencé. La milice a campé autour de Boston, entamant un siège de 11 mois. En juin, le Congrès continental a formé la première armée continentale, avec George Washington comme commandant en chef. Cela comprenait la formation de 10 compagnies de tireurs d'élite pour servir comme infanterie légère. 6 compagnies provenaient de Pennsylvanie, 2 du Maryland et 2 de Virginie, des États où le fusil était le plus largement utilisé. Ces tireurs d'élite devaient en fournir leurs propres armes, cornes à poudre, sacoches à balles et autres équipements. Il s'agissait d'hommes comme Timothy Murphy de la frontière de Pennsylvanie. Fils d'immigrants irlandais, Timothy et son frère John se sont engagés dans la compagnie du capitaine John Loudon des tireurs d'élite de Northumberland, où il a démontré être un tireur d'élite capable d'atteindre une cible de 18 cm à 230 mètres. Les compétences de Murphy lui ont permis d'intégrer le corps d'élite de fusiliers de Daniel Morgan. Quand il s'agit de la capacité d'utiliser des armes à feu au combat, quand on compare l'armée continentale à l'armée britannique, l'un des mythes populaires est que nous étions armés de fusils qui étaient capables d'infliger des pertes mortelles jusqu'à 300 yards ou plus, tandis que les Britanniques étaient armés de mousquets à âme lisse de calibre 75. C'est 3/4 de pouce de diamètre de plomb qui volent dans les airs. Un major britannique a un jour écrit dans son journal « Malheur aux pauvres malchanceux », frappé et blessé par une balle tirée à une distance de plus de 75 yards. Cela valait pour les mousquets à canon lisse, les fusils rayés portaient 3 fois plus loin. Le problème, c'est que tout le monde n'était pas équipé de fusils rayés, contrairement à ce que veut la croyance populaire. C'est certain, les Minutemen à Concord et Lexington ont bien tiré sur les Britanniques. Ils ont harcelé cette colonne du lever au coucher du soleil en tirant sur eux depuis derrière des arbres, des rochers et des ponts, et ils étaient d'excellents tireurs d'élite. Ils avaient utilisé leurs fusils. Ils étaient économes dans leurs tirs parce que ces armes étaient les outils qui nourrissaient leur famille. Ce n'étaient pas des personnes riches, c'étaient des personnes qui tiraient leur subsistance à la frontière, à la campagne. Chaque tir comptait à l'époque. Un cerf blessé par un tir mal placé signifiait des heures de pistage et la dépense de plus de poudre et de plomb qui étaient en quantité limitée. Daniel Morgan était vétéran de la guerre de la Conquête. Pendant la guerre d'indépendance, il dirigeait une troupe d'élite de tireurs, des hommes des bois habitués à chasser, traquer et faire l'éclaireur. Officiellement appelés les Rangers, ils étaient mieux connus sous le nom de fusiliers de Morgan.
la deuxième bataille de Saratoga, le 7 octobre 1777, les fusiliers de Morgan étaient hors présent. Morgan commandait le flanc gauche des forces américaines. Pendant la bataille, la ligne britannique semble tomber dans la confusion, mais le général britannique Simon Fraser les rassemblait pour se reformer. Le général américain Benedict Arnold, qui n'était pas encore devenu traître, aperçut le général Fraser et cria à Morgan « Cet homme sur le cheval gris est une armée à lui tout seul, et il doit être éliminé. Attirez l'attention de quelques tireurs d'élite parmi vos fusiliers sur lui. » Morgan fit ce qu'on lui avait ordonné et bientôt Tim Murphy grimpait à un arbre qui lui donnerait une ligne de mire dégagée sur la cible à 300 mètres de là. Il tira un seul coup et le général Fraser tomba. Sans Fraser pour les rallier, la ligne britannique s'effondra. Les Américains gagnèrent à Saratoga et obtinrent ainsi la France comme allié officiel. Mais bien que le fusil ait prouvé qu'il était une arme redoutable, il présentait de sérieux inconvénients au combat. Donc l'idée que nous avions tous des fusils est en quelque sorte un mythe. L'armée continentale était équipée des mousquets très similaires à ceux des Britanniques. Et lorsque les deux armées se rencontraient, elles se rapprochaient généralement à moins de 100 mètres, tirant des mousquets à canon lisse les unes sur les autres. Mais les tireurs d'élite du côté américain étaient le plus nombreux individuellement. Le problème, c'est qu'ils affrontaient l'armée la mieux entraînée du monde à cette époque. Ces tuniques rouges britanniques avaient une discipline militaire remarquable. C'étaient des soldats professionnels, ce n'étaient pas des volontaires ni de nouvelles recrues. L'armée américaine était essentiellement inexpérimentée. Il y en avait quelques-uns qui avaient connu les guerres franco-indiennes et certaines des guerres coloniales contre les Amérindiens dans la région, mais très peu d'entre eux avaient le type d'entraînement, la discipline que possédait le soldat britannique. Quand il s'agissait de combattre réellement sur le terrain, nous étions nettement désavantagés. Cependant, lorsque les Britanniques ont réellement constaté l'efficacité des tirs de fusil à leur encontre, de la part de l'armée continentale, dans les unités qui utilisaient des fusils, ils ont eux-mêmes adopté un régiment de tirailleurs, mais ils ne les ont jamais utilisés à leur avantage tactique. Les mousquets à canon lisse comme le Brown Bess étaient une des armes d'infanterie standard pour une bonne raison. Ils pouvaient être chargés et tirés beaucoup plus rapidement qu'un fusil. Pour qu'une balle bénéficie des rayures du canon d'une arme à feu, elle doit s'adapter parfaitement au canon. Charger un fusil pouvait prendre 1 minute entière. D'abord, la poudre est versée de la corne à poudre dans la mesure à poudre, pour s'assurer de la bonne quantité de poudre, où les tireurs pouvaient simplement estimer à l'œil. La poudre est ensuite versée dans le canon du fusil. Ensuite, le tireur prépare la bourre, un tissu mouillé ou graissé. La balle en plomb est enfoncée dans le canon soigneusement sur la bourre à l'aide d'une baguette. Enfin, il arme le chien et ajoute de la poudre dans le bassinet. Maintenant, il est prêt à tirer, tout le processus ayant pris environ 1 minute. En revanche, un mousquet à canon lisse pouvait utiliser une cartouche en papier préparée contenant la poudre et la balle. Le soldat mordait une cartouche, versait un peu de poudre dans la bassinée, fermait la bassinée, puis versait le reste de la poudre dans le canon. La poudre était suivie du reste de la cartouche, papier, balle en plomb, le papier servant de bourre. Ensuite, il enfonçait la balle avec la baguette, prêt à tirer. Les soldats entraînés pouvaient charger et tirer un mousquet à canon lisse 4 fois par minute. De plus, le fusil, comme toutes les armes longues civiles, n'était pas conçu pour accueillir une baïonnette.
Peu de temps après leur succès à Saratoga, les tireurs d'élite de Morgan ont rencontré une troupe d'infanterie légère britannique commandée par le colonel Robert Abercrombie. Les tireurs d'élite ont attaqué et Abercrombie a ordonné une charge à la baïonnette. Seul un quart des tireurs d'élite a eu le temps de tirer un seul coup avant d'être dispersés et repoussés. Cependant, les Britanniques redoutèrent toujours les tireurs d'élite, surtout parmi leurs officiers tués. Le style de combat européen, avec des soldats massés tirant des salves à découvert, était complètement à l'opposé des petites bandes de chasseurs qui abattaient les officiers britanniques sans avertissement. Beaucoup au sein de l'armée britannique considéraient cela comme lâche, voire comme un crime de guerre. Néanmoins, ils reconnaissaient la valeur des tireurs d'élite comme tirailleurs, même s'ils n'en avaient pas autant sur le terrain. 1000 fusils britanniques du modèle d'infanterie de 1776 furent remis aux compagnies légères de chaque régiment. Le major britannique Patrick Ferguson a aussi conçu un fusil à chargement par la culasse. Environ une centaine de ces fusils furent attribués au corps de fusiliers en 1777. Bien sûr, la plupart des soldats américains utilisaient également des mousquets à canon lisse. Durant la Révolution américaine, la majorité des soldats utilisaient un fusil Brown Bess Charleville ou un mousquet du comité de sécurité, tous inspirés du Brown Bess. Après la guerre, l'armée américaine avait besoin de son propre mousquet de dotation standard. En 1776, un arsenal fut établi à Springfield, Massachusetts. En 1794, il est devenu le premier arsenal national et en 1795, il a produit le premier véritable mousquet américain. Pendant la guerre, des milliers de Charleville 1766 avaient été livrés aux colonies par leurs alliés français, et cette arme était très appréciée par les soldats américains. Elle inspira le mousquet de l'armée américaine modèle 1795 utilisé durant la guerre de 1812. Le modèle 1795 est considéré comme la première arme d'épaule fabriquée aux États-Unis pour l'armée américaine. Cet exemple particulier est une copie du 1795 fabriqué à Springfield, Massachusetts, mais en plus de l'arsenal du Massachusetts, il y avait un arsenal à Harper's Ferry, Virginie, qui produisait également une copie du 1795. Ce mousquet est presque une copie exacte du modèle 1777 Charleville, offert par le gouvernement français pour soutenir notre révolution. Il fonctionne comme n'importe quel fusil à silex. Il utilise un simple morceau de silex dans le mécanisme de la platine qui frappe contre cette face en acier appelée frisaine ou chien, comme on l'appelait au 18e siècle. Ceci est le chien et le marteau. Quand vous l'armez complètement et appuyez sur la détente, une pluie d'étincelles tombe dans la bassine, enflammant environ une cuillère à café de poudre à canon dans la bassine. Cela passe ensuite dans un minuscule trou à la base du canon appelé lumière, enflammant la charge principale et tirant l'arme. Un bon soldat était censé pouvoir tirer 3 coups par minute. Le mousquet modèle 1795 est celui avec lequel nous avons combattu pendant la guerre de 1812. Ce mousquet a été remplacé par un modèle de 1816 qui n'avait que quelques améliorations, à savoir la bassinet qui, au lieu d'être en fer, était en laiton et donc moins sensible à l'encrassement par la poudre et à la corrosion. En 1799, la construction du deuxième arsenal national débuta à Harper's Ferry, alors en Virginie, qui deviendrait plus tard la Virginie occidentale.
Vers 1810, plus de 10 000 mousquets, fusils et pistolets étaient produits chaque année. Le mousquet à silex modèle 1816 produit à Harper's Ferry et à Springfield était remarquable. Le modèle 1816 améliorait celui de 1812 qui reprenait le design du Charleville français de 1777. Le canon de calibre 69 mesurait 42 pouces de long, comme celui du modèle 1812, mais le modèle 1816 avait une platine plus longue, une garde de détente plus courte et une baïonnette plus longue. Au total, le mousquet mesurait 58 pouces de long. D'autres améliorations ont eu lieu en 1822, 1835, 1840 et 1842. Près de 700 000 mousquets modèle 1816 ont été fabriqués à Harper's Ferry et à Springfield entre 1816 et 1844, soit plus que tout autre mousquet à silex américain. Ces mousquets ont servi à défendre l'Alamo à San Antonio en 1836 et ont été utilisés par l'armée américaine pendant la guerre américano-mexicaine. Une innovation majeure a eu lieu en 1839 qui allait résoudre l'un des plus grands problèmes des fusils à silex, à savoir qu'ils ne fonctionnaient pas bien par temps humide. Si la poudre devenait humide lorsqu'elle était placée dans la bassinée, la charge d'amorçage ne s'enflammait pas, et donc la poudre principale qui propulsait la balle ne s'enflammait pas non plus. Breveté en 1822, l'amorce à percussion était un capuchon en cuivre avec du fulminate de mercure. Le capuchon pouvait être fixé sur une cheminée et un tube menant dans le canon de l'arme. Lorsque la détente était pressée le Steyr-on-Descent, le chien de l'arme frappait le capuchon, envoyant une flamme à travers la cheminée et le tube jusque dans le canon, enflammant la poudre et tirant la balle. Après le développement de la capsule à percussion, de nombreux mousquets à silex ont été convertis au système à percussion. Cette conversion était relativement simple, car la plupart des éléments du système à percussion sont exactement les mêmes que ceux du silex. Le premier fusil standard américain à utiliser le système à percussion fut le fusil Mississippi modèle 1841. Ceci est un fusil américain modèle 1841 surnommé le Mississippi, non pas parce qu'il a été fabriqué dans le Mississippi, mais parce qu'un régiment de volontaires du Mississippi, commandé par un homme nommé Jefferson Davis, qui allait plus tard devenir le président des États confédérés d'Amérique, a été armé de ce fusil modèle 1841 lors de la bataille de Buena Vista pendant la guerre américano-mexicaine. La bataille de Buena Vista a eu lieu en février 1847. Les volontaires du Mississippi ont joué un rôle clé dans la victoire américaine lors de cette bataille. Ils ont repoussé une attaque des forces mexicaines. Cette arme est de calibre 54 et elle est extrêmement unique car c'est la toute première arme d'épaule de l'arsenal américain à utiliser un système à percussion. Le système à percussion est vraiment très simple. Il possède un cône ou une cheminée, comme on l'appelle, et une petite capsule à percussion y serait placée. La capsule était remplie d'un mélange fulminant appelé fulminate de mercure. Lorsque vous armez le chien pour appuyer sur la détente, le chien frappe la capsule envoyant un jet de flamme brûlante à travers cette pièce dans un trou du canon, enflammant la charge principale. Elle se charge comme toute arme à chargement par la bouche. La cartouche principale serait versée dans la bouche ici et enfoncée avec la baguette. Parce que cette arme possède beaucoup d'éléments en laiton, elle était considérée comme une arme très attrayante pour son époque. Elle a la bande de bouche en laiton ici, la bague en laiton, le pontet en laiton, la boîte à amorce et la plaque de couche en laiton. Le premier mousquet réglementaire à canon lisse avec une platine à percussion était le mousquet Springfield 1842. Fabriqué à la fois à Springfield et à Harper's Ferry, le modèle 1842 était une évolution du modèle 1816.
Le modèle original à canon lisse 1842 et une version modifiée rayée ont été largement utilisés pendant la guerre de sécession. La prochaine avancée majeure dans les armes à feu ne fut pas le fusil, mais la balle. La balle Minié a été développée par l'officier de l'armée française Claude-Étienne Minié. La balle Minié, chargée par la bouche, était stabilisée par rotation pour les canons rayés. Avec une forme conique semblable à l'idée moderne d'une balle, elle était faite de plomb mou et possédait une base creuse. Plutôt que la balle traditionnelle pour un fusil, qui devait s'adapter parfaitement au canon, la balle Minié était légèrement plus petite que l'alésage du canon du fusil. Lorsque l'arme était tirée, la base creuse de la balle se dilatait, accrochant les rayures du canon rayé et profitant pleinement de la vitesse et de la précision accrue que la rotation procurait. La balle Minié, légèrement plus petite, était bien plus facile à enfoncer qu'une balle traditionnelle dans un fusil. La balle Minié serait d'abord largement utilisée en Europe lors de la guerre de Crimée. Elle serait mortelle là-bas, puis durant la guerre de sécession. Alors que ces progrès concernaient la manée, les mousquets, fusils et balles, d'importantes innovations touchaient aussi les armes de poing. Et le plus grand innovateur des armes de poing américaines fut Samuel Colt. Comme le disait le slogan « Dieu créa l'homme », Sam Colt les rendit égaux. Le premier brevet de Colt fut le revolver Patterson de 1836. C'était une innovation dans la conception et la technologie des armes à feu. Cela ne veut pas dire que c'était le premier. L'arme à feu qui avait un barillet rotatif ou l'idée d'un barillet rotatif, il y en avait eu beaucoup avant, où le collier, la liste de noms que vous ne reconnaissez pas, continue encore et encore, seulement retrouvés dans les archives poussiéreuses du Bureau des brevets. La raison pour laquelle Colt est aujourd'hui un nom connu de tous, c'est parce que la conception de Colt a été le premier revolver pratique. C'était le premier qui fonctionnait réellement. Colt a ensuite produit plusieurs modèles différents de cette arme. Patterson, New Jersey, l'usine où il travaillait près des chutes de Patterson. Ces armes étaient proposées en 3 tailles de carcasse, du calibre 0,28 au 0,36. La plupart d'entre elles étaient à 5 coups, pas le modèle courant ou plus traditionnel à 6 coups que nous connaissons aujourd'hui. Colt les a emmenées en Floride. Elles y ont servi durant la guerre des Séminoles en 1838. Un certain nombre d'individus qui ont combattu avec l'armée américaine en Floride ont été exposés non seulement au colonel Colt lui-même, mais aussi à sa nouvelle invention d'arme à feu. Des gars comme Samuel Hamilton Walker du Maryland ont emporté des revolvers Patterson avec eux lorsqu'ils ont quitté la Floride pour partir vers l'ouest et sont devenus des Texas Rangers avec Jack Coffey Hayes et la liste des grands Texas Rangers des années 1840, à l'époque où le Texas était une république. Mais malheureusement, il n'a jamais trouvé grâce aux yeux de l'armée américaine à l'époque parce que les officiers de l'armement craignaient que si un soldat avait la capacité de tirer rapidement avec son arme, il le ferait de manière indiscriminée. Et bien sûr, il y a le coût impliqué. En général, on peut tirer 3 fois par minute avec une arme à chargement par la bouche. Chacun de ces tirs coûte au service de l'armement quelques centimes par tir. Si vous êtes capable de tripler ou quintupler ce taux de tir, cela augmente également le coût. Donc l'idée était de limiter le nombre de cartouches que vous avez, vous limitez la dépense, et le tir individuel sera beaucoup plus économique à plusieurs niveaux dans l'utilisation de son arme à feu. Tous les fusils n'étaient pas produits dans les arsenaux américains. Un modèle populaire était le fusil Sharps, produit par la Sharps Rifle Manufacturing Company. Le fusil Sharps a servi durant le Bleeding Kansas, conflit violent entre pro- et anti-esclavagistes avant la guerre de sécession.
des fusils Sharp à culasse ont été donnés aux militants anti-esclavagistes. On les appelait les Bibles de Beecher parce que l'activiste Henry Ward Beecher insistait sur le fait que bien que Vous pourriez tout aussi bien lire la Bible à des buffles qu'à ces types-là. Ils vouent un grand respect à la logique du fusil Sharp. l'un des acteurs les plus violents du Kansas sanglant allait bientôt frapper la 2e armurerie nationale à Harper's Ferry. John Brown avait tué des hommes avec une épée large au Kansas, mais à Harper's Ferry, en octobre 1859, il allait mener ce qu'il espérait être le début d'une rébellion massive d'esclaves armés par l'arsenal de Harper's Ferry. L'ami de John Brown, l'abolitionniste Frederick Douglass, l'a averti qu'il se retrouverait dans un piège mortel d'acier. Le colonel Robert E. Lee a dirigé des marines pour stopper l'insurrection. La prédiction de Douglas était juste. Il a ensuite décrit l'assaut de Brown sur Harper's Ferry. Dans la nuit du 16 octobre 1859, un groupe de 19 hommes est apparu, 14 blancs et 5 noirs. Non seulement ils étaient armés eux-mêmes, mais ils avaient aussi apporté avec eux une grande quantité d'armes pour les personnes susceptibles de se joindre à eux. 3 des 19 envahisseurs furent capturés pendant les combats, et l'un d'eux était le capitaine John Brown. John Brown est mort par pendaison le 2 décembre 1859. La moitié de ces hommes ont été tués pendant le raid, y compris un des fils de Brown. La majorité des autres ont été pendus. 4 hommes se sont échappés, dont un autre fils de Brown. C'était un événement de plus qui a choqué la conscience du peuple américain et qui l'a divisé en camps opposés sur la justesse de la cause de Brown, sinon sur sa méthode. Moins de 18 mois après le raid sur Harper's Ferry, la guerre de sécession a commencé avec le tir sur Fort Sumter. Cette guerre allait se voir les avancées dans la technologie des armes à feu faire des ravages choquants. Alors que des frères s'affrontaient, l'arme américaine allait se révéler plus meurtrière que jamais. Merci de nous avoir regardés. Si vous souhaitez nous aider à produire davantage de contenu historique passionnant comme celui-ci, merci d'aimer, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour faire vivre l'histoire.